Nouvelle vidéo pour parler des leviers qu'on peut utiliser au quotidien pour booster son chiffre d'affaires, booster sa boîte. On a, déjà expliqué dans une autre vidéo qu'on avait 5-6 leviers qu'on pouvait utiliser de manière assez commune et l'un de ces leviers, c'est le nombre de prospects qu'on peut, arriver à générer dans notre démarche commerciale d'une manière générale et on va parler de ça aujourd'hui avec Philippe Bonnet. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine. Philippe Bonnet qui, comme d'habitude, est cofondateur d'Impactified et valorisateur d'entreprises. Donc Philippe, le nombre de prospects, c'est un levier. Pourquoi dans notre stratégie commerciale? Le levier prospect est celui qu'on va aborder a fortiori quand on est une entreprise naissante, mais de toutes les façons on l'abordera toujours pour pouvoir qualifier, faire rentrer des gens dans la grande aventure de ce qui va permettre de créer des clients et de la valeur avec ces clients. Il est important de pouvoir segmenter dans ce levier trois sous-catégories. La première, c'est des gens qui pourraient avoir un intérêt à avoir une interaction avec nous, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, comment, etc. Donc on va appeler ces gens des suspects. C'est un peu le point zéro du départ dans cette aventure, qui va avoir une deuxième étape qu'on va appeler les prospects. Donc les suspects en amont, les prospects dans un second temps. Les suspects ayant deux qualités particulières. La première, c'est que le prospect sait ce qu'on fait. Donc ça, c'est bien parce que comme il sait ce qu'on fait, ben, quand on va avoir une opportunité d'échanger avec lui, il va cliquer sur ah oui, c'est telle entreprise qui fait ça et donc ça va donner du sens. Et le prospect a une deuxième autre qualité, c'est le fait qu'on a ses coordonnées. Donc ça peut être des coordonnées WhatsApp, ça peut être des coordonnées email, des coordonnées LinkedIn, des coordonnées téléphoniques, ça peut être des coordonnées de différentes natures, mais on a ces coordonnées. Pourquoi c'est important? Parce qu'en ayant ces coordonnées, on a la possibilité d'interagir, nous, entrepreneurs, de manière dynamique par rapport à cet interlocuteur, qui, comme lui, de l'autre côté, sait ce qu'on fait, il va pouvoir matcher notre interaction avec notre activité. On a la possibilité d'interagir avec les prospects de différentes natures, de différentes façons. On va pouvoir avoir des canaux de type publicité et on va avoir des canaux qui vont être plutôt d'information, type newsletter ou juste de l'information sur un secteur d'activité dans lequel on est et qui peut intéresser tout le monde, y compris les non-clients, mais qui peuvent donner matière à créer de la présence dans le flux et l'organisation. Ceux qui sont clients potentiels, eux, ils vont avoir une dernière étiquette qui va être l'étiquette lead parce que ça va être quelqu'un qui va pouvoir être engagé dans une dynamique qui va être celle de rentrer dans la phase d'après de l'action commerciale dont on parlera dans une vidéo ultérieure. On peut d'ailleurs y réfléchir de manière très pragmatique ou très imagé avec un niveau de chaleur. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer que le suspect est une approche extrêmement froide. Personne n'est capable de dire si c'est quelqu'un qui peut avoir un intérêt à faire quelque chose plus tard. On ne sait pas. Alors que le lead, lui, on sera dans une version extrêmement chaude pour pouvoir passer à l'étape d'après. Donc il va y avoir cette considération de voilà, je suis à quel moment par rapport à ces gens-là, comment j'ai envie d'interagir avec ces gens-là, quelle tactique je vais utiliser avec tel type de profil suspect, avec tel type de profil prospect ou tel type de profil lead pour pouvoir avancer à l'étape d'après. L'idée, c'est que il est possible parfois d'avancer très vite dans une échelle, de passer très vite de suspect à prospect, de prospect à lead et de lead à l'étape d'après. Néanmoins, c'est quelque chose qui va être réalisé avec une partie de process et une partie de validation. Ça nous amène en fait au point numéro 2, qui est la notion d'entonnoir. En anglais, on parle de funnel, de sales funnel, donc l'entonnoir de vente. Pourquoi entonnoir? Parce qu'on met beaucoup de choses, en haut et puis que la forme du process, amène à filtrer finalement pour faire ressortir, les leads et les transformer en acheteurs
en bas du process. Un concept, qui ressort beaucoup, notamment sur les process de vente en digital, mais qui est totalement applicable, à tout ce qui ne va pas être digital, c'est la logique de tofu, mofu, bofu. Ça paraît un peu barbare, mais c'est top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel, et c'est le fait de dire que si on imagine notre entonnoir et qu'on met 3 niveaux à l'intérieur, en top of funnel, ça va être comment est-ce qu'on va chercher un maximum de gens. On va revenir à la température assez froide dont tu parlais. En milieu de funnel, c'est comment on va faire actionner un certain nombre pour les faire interagir avec nous et les rapprocher le plus possible du bas du funnel. Et puis enfin, on va avoir le bottom of funnel, le bofu, qui va être comment on fait pour les faire actionner quelque chose et les faire passer d'étape de lead à d'étape de client. Ça redevient une question de température, pour reprendre le point que tu utilisais tout à l'heure, dès lors qu'on va réfléchir à quelle est notre stratégie pour aller chercher tous ces gens. Un exemple qui marche assez bien, c'est de dire, j'ai une agence de voyage et je veux que les gens qui sont en bas de mon entonnoir signent pour acheter un voyage aux Seychelles. Je peux avoir un site internet qui va parler des voyages aux Seychelles. Bien entendu, les gens qui cherchent un voyage aux Seychelles, qui vont déjà être tièdes parce qu'ils se disent: «Tiens, je pourrais offrir ça à quelqu'un», ou bien: «J'ai envie de ça», ils vont être déjà chauds, ils vont arriver sur mon site internet, ils vont pouvoir accéder à mes offres et actionner rapidement. Mais si on veut aller chercher beaucoup plus haut dans notre entonnoir et qu'on veut aller chercher des gens qui sont beaucoup plus froids, on pourrait par exemple utiliser notre blog pour écrire des articles sur la dépression. Alors c'est pas très joyeux quand on le dit comme ça, mais la dépression, c'est une manière de pouvoir, suggérer que peut-être des vacances, ça pourrait être sympa. Et puis, pas des vacances dans le nord, hein. Bon, on n'a rien contre le nord, bien entendu, mais des vacances aux Seychelles, ça serait sympa parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a la mer, on peut aller faire de la plongée sous-marine et cetera et cetera, et donc petit à petit, on va pouvoir réfléchir à notre entonnoir de vente en faisant rentrer des gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec ce qu'on va faire de manière directe, mais petit à petit, on va les faire rentrer dans une logique qui va les sensibiliser, qui va les pousser à télécharger un document, un PDF, des photos, quelque chose qui va leur expliquer en quoi les Seychelles c'est génial, et puis qui petit à petit va les faire entrer dans une séquence de mails qui fait qu'on va pouvoir les recontacter. Ils vont passer de suspect à prospect parce qu'ils vont avoir actionné quelque chose, et ils vont pouvoir passer à l'étape de lead parce qu'ils vont avoir pris un contact. Et ensuite, quand on va arriver à leur vendre ce qu'on veut faire, euh, notre voyage par exemple, ils vont passer de lead à client. Donc cette logique d'entonnoir, elle est importante. C'est le deuxième point dans cette vidéo. Le levier du nombre de prospects, on peut l'actionner en réfléchissant en termes d'entonnoir, en réfléchissant en termes de tofu, top of funnel, en termes de middle of funnel, mofu, et en termes de bottom of funnel, bofu. Ça nous amène à un troisième point qui va être le persona et l'importance de savoir à qui on parle. Et effectivement, la qualification des individus va être dépendante de à qui on veut parler dans l'absolu. Quand on va se dire que notre client idéal, il a telle taille ou il a telle caractéristique, ça va nous permettre de déterminer à quel endroit on peut toucher ces gens-là. Si je vends des fleurs, c'est pas la même chose que si je vends des services de couverture de risque sur les parités monétaires, ce qui est encore différent de si je vends des diamants à des joailliers. La réflexion, elle est ici de pouvoir segmenter les différents types de clients qu'on va avoir dans sa spécialité et avec ses services ou ses produits, de façon à pouvoir optimiser les tactiques qu'on va appliquer dans la mise en place verticale, étape par étape, des tofu, mofu, bofu et des suspects qui vont devenir des prospects et pour certains d'entre eux vont devenir des leads. Typiquement, si je suis assureur et que je vais décider que mon profil type de prospect va être un jeune entrepreneur parce qu'il n'a pas encore pris ses engagements sur de l'assurance, etc., ben, je vais plutôt aller fréquenter des cercles de gens qui vont être des startups ou qui vont être dans des environnements de chambres de commerce et autres. Concrètement, les personas, comment on les définit? Je pose la question parce que d'expérience, c'est quelque chose qui, devrait être systématique dans une entreprise parce qu'on a besoin de pouvoir adapter sa stratégie commerciale, sa stratégie de communication, sa stratégie de démarchage à un
type de client particulier, mais on voit beaucoup d'entreprises qui, déjà n'ont pas de stratégie commerciale particulière parce qu'elles dépendent du bouche à oreille et puis, tant que ça va, ça va. Mais, quoi qu'il en soit, elles ont souvent des stratégies commerciales qui ne sont pas basées sur la définition d'un client particulier. Donc la question, c'est comment on commence? La détermination du persona, c'est accepter de se poser pour pouvoir déterminer les un, 2, 3 profils qui ont le plus de sens. Alors, on va le faire simple. Le pire, c'est l'entrepreneur qui dit: «Moi, de toutes les façons, mon produit ou mon service, il est fait pour tout le monde». Ouais, ça, Bon, c'est bah, terrible. OK, alors si c'est pour tout le monde, c'est fait pour personne. Même si il est vrai qu'un certain nombre de sujets pourraient donner à penser que ce produit ou ce service est fait pour tout le monde, c'est jamais une bonne chose que de le positionner comme ça. On va prendre un exemple, quelqu'un qui fait, de la transaction immobilière et qui vend des maisons, effectivement, c'est fait pour tout le monde. Ça peut être des maisons ou des appartements. Néanmoins, plus ça va être pour tout le monde, plus la concurrence, va être avec tout le monde et tous les autres agents immobiliers. Et donc, si on est confronté à tous les autres agents immobiliers, la seule chose qui va pouvoir faire la différence, ça va être le prix. Cet argument-là, on va le retrouver et on va le retrouver et on va le retrouver parce que on va vouloir baisser le prix, on va vouloir donner plus et à la fin, on n'a pas de marge, c'est une catastrophe. L'inverse, c'est que donc il faut que ça soit pour quelqu'un. Donc la question, c'est pour qui? On va essayer de créer un portrait robot. On pose une photo, on met une tête. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est les 2? On essaye de choisir. On va lui donner un prénom parce que si c'est, le persona 1, c'est pas très facile de communiquer avec ça dans une boîte. Alors aujourd'hui les gars, on crée une stratégie commerciale pour le persona 1. Non, ça marche pas. Aujourd'hui, on se concentre sur Vanessa. OK, là on comprend. Tout le monde peut s'approprier le profil et réfléchir par rapport à quelqu'un qui est, concret, qui est vrai. Et puis on va se dire, quel âge a Vanessa? Quel est le métier de Vanessa? Quels sont les problèmes de Vanessa? Qu'est-ce qui influence Vanessa? De quoi Vanessa a besoin? De quoi Vanessa a envie? C'est pas la même chose. Le besoin et l'envie ne sont pas les mêmes sujets et il faut arriver à bien définir les 2 thèmes en parallèle. Quelles vont être, du coup, les opportunités que nous, on va avoir de créer un service ou un produit qui va correspondre à Vanessa, en particulier. Et puis à partir de là, ça va nous permettre de dire, bon, bah, maintenant qu'on a une opportunité, on définit notre produit, quelles vont être les objections de Vanessa, donc on va pouvoir définir quels sont nos contre-arguments et cetera et cetera et cetera. Il y a un certain nombre de nos clients qui, quand ils arrivent à cette étape-là, se disent: «Mais moi, Vanessa, c'est pas Vanessa. Moi, mon client idéal, c'est une marque». C'est un sujet qu'on voit assez fréquemment dans le B2B. Quand on réfléchit à un client idéal en disant bah, c'est une entreprise qui fait telle taille, la réalité, c'est qui va décider dans cette entreprise. Et ce point de déplacement de mon client idéal, c'est une marque ou c'est une entreprise de 25 personnes ou qui fait plus de 3 millions de chiffre d'affaires ou je ne sais quoi encore, c'est une bonne réflexion. Mais donc, quel est le profil de la personne qui va décider dans cette entreprise? Est-ce que c'est le chef d'entreprise? Est-ce que c'est le DRH? Est-ce que c'est le DAF? Est-ce que c'est le directeur marketing? Est-ce que c'est le directeur de collection? Est-ce que c'est le directeur de sourcing? Est-ce que c'est la personne qui va s'occuper de la logistique? Ou est-ce que c'est simplement une attachée de presse ou quel autre profil encore? Quelle est la typologie de cette fonction en général? Si on parle par exemple de la mode en ce moment sur les univers et les territoires sur lesquels on travaille, que ce soit en Asie ou en France, sur l'art du Maghreb, c'est en général plutôt des profils féminins qui occupent ces postes. Ok, donc ça va être plutôt une femme. Mais cette femme, elle a quel âge? Elle se déplace où? Elle se déplace comment? Comment est-ce qu'on va la capter? Est-ce qu'elle se déplace en voiture? Est-ce qu'elle est plutôt en métro? Est-ce qu'elle va être sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va pouvoir la toucher? Mais si elle est sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle va être plutôt sur des réseaux sociaux professionnels ou parce que c'est quelqu'un qui va être très visuel et versé sur le design, va être plutôt être sur des supports de type Instagram ou Pinterest ou TikTok. Ou voilà. Et donc c'est là où on va rejoindre ce que tu évoquais, à savoir le profil, c'est un individu, même si le client idéal peut être une entité type organisation. Si on fait un petit point, après on passera au test parce qu'on aime bien, donner toujours un test qui est actionnable et qui est facile à utiliser. Il y a plusieurs leviers pour booster son entreprise, pour booster son chiffre d'affaires. L'un de ces leviers, c'est le nombre de prospects, qu'on peut, générer et transformer en nombre de leads et ensuite en nombre de clients. On a donc 3 points. 1,
Arriver à faire la différence entre, les types de personnes avec lesquelles on est susceptible de pouvoir interagir. Deuxièmement, c'est réfléchir à la structure d'entonnoir qui va nous permettre de transformer ces personnes et de les faire passer d'un statut à un autre. Le troisième point, c'est de réfléchir à qui sont ces personnes-là pour pouvoir s'adresser à elles de manière directe, précise et pertinente finalement, parce qu'on ne veut pas s'adresser aux mauvaises personnes, on perd son temps. Est-ce qu'il n'y a pas un quatrième point finalement qui est de se dire maintenant qu'on a réfléchi à tout ça, il faut aussi mesurer? Oui, on va avoir des actions pour pouvoir faire descendre les gens dans l'entonnoir et après de cet entonnoir les emmener vers un autre levier. Pour appliquer les tactiques, il va falloir savoir où ils sont. Et donc pour savoir où ils sont, ben voilà, basiquement, il va falloir pouvoir monitorer tout ça. Et le mieux jusqu'à présent, c'est d'avoir des systèmes de tracking, que ce soit un Excel en version ultra base de base ou un CRM. Les solutions varient, dépendent bien sûr des environnements dans lesquels on est et du nombre de gens qu'on a, parce que l'évidence du CRM arrive plus ou moins vite selon les typologies d'activité. Néanmoins, le fait de traquer, quelle que soit l'activité et quel que soit le faible nombre qu'on ait besoin de mettre dans l'entonnoir, fait que le CRM a une légitimité. Le point suivant, c'est le point du test. Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit: «OK, donc c'est intéressant tout ça, le nombre de prospects, j'ai différentes manières de pouvoir l'augmenter, le développer, l'influencer, par quoi je commence?» Quel est le test qu'on peut mettre en place? Donc le test, on va se répéter par rapport aux points qui viennent d'être évoqués, mais c'est effectivement de se dire quel est le un, 2 ou 3 profils types que j'ai en client, et est-ce que j'ai mis une segmentation qui me permet, avec des tactiques, d'identifier où sont mes suspects, comment je les fais passer à prospect et de prospect à lead, avec un système qui permet de cadrer l'ensemble, quel que soit le niveau même basique que puisse avoir ce système-là, mais quel est mon système et comment je le fais fonctionner. Pour terminer, les enjeux, est-ce qu'ils sont les mêmes quand on a une entreprise qui est en phase d'amorçage, de démarrage, de début de développement par rapport à une entreprise qui va déjà avoir, 30, 50, 100 personnes, qui est déjà établie, qui est déjà en phase d'organisation et de scale? Quand on est au début, il est très fréquent que les profils n'aient pas été faits, et donc évidemment c'est le sujet sur lequel il faut bosser, dans le sens où plus on a identifié le profil idéal de ces personnes, plus on sait par où on va pouvoir les attraper. L'idée n'étant pas de dire je ne vais attraper que ces personnes-là, mais d'avoir suffisamment réfléchi à où ces personnes passent. On sait que ils vont passer sur le passage des éléphants, et que si c'est pas un éléphant mais que c'est une girafe, on discutera avec la girafe. Mais en tous les cas, on sait qu'il y avait un endroit sur ce passage-là et que ça a été fait grâce au profil idéal. L'autre approche, elle est effectivement à un stade où l'entreprise est déjà plus standard. Le plus gros risque, c'est que l'entrepreneur considère que c'est dans sa tête et donc c'est dans la tête des autres, ce qui est en fait la catastrophe annoncée. Et donc le point pour ces profils d'entreprise de 20, 30 ou 40 personnes, ça va plutôt être d'identifier quels sont les systèmes qui sont mis en place, à qui ils sont accessibles, comment est-ce que en fait on va moins communiquer pour mieux communiquer. Moins communiquer parce que ça va être l'utilisation d'un outil qui va permettre d'avoir l'ensemble des éléments, de façon à ce que les gens qui doivent intervenir sur ces différentes étapes puissent aller récupérer les éléments sans avoir besoin de perturber les uns et les autres avec des emails ou des appels téléphoniques. Bon, donc voilà pour, le sujet du levier par rapport à l'augmentation du nombre de prospects. On se retrouvera dans une prochaine vidéo qui nous permettra de parler du sujet suivant dans notre petite logique, c'est-à-dire l'augmentation du taux de conversion. Et si d'ici là, vous avez besoin d'un coup de pouce pour mettre les choses en place dans vos entreprises, pas d'hésitation, les valorisateurs d'entreprise et les coachs d'affaires de Impactified sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas à prendre contact. À bientôt Philippe. À bientôt Antoine, salut. Hey, psst, si vous avez trouvé cette vidéo utile et à votre goût, alors pensez à laisser au moins un like et un petit commentaire en dessous. Et puis tant que vous y êtes, profitez-en pour regarder les autres vidéos de la chaîne pour toujours plus d'astuces pour scaler votre business et faire de mieux en mieux. Et puis moi, on se retrouve dans la suivante. À la prochaine.